mesdames, messieurs, bienvenue pour sa émission spéciale Compte droit en collaboration avec le ministère de l'égalité des genres et du bien-être de la famille. Aujourd'hui, nous vous cause la Convention internationale des droits de l'enfant. Un sujet qui est très important ici dans Maurice parce qu'il oui, il y a une convention qui finit signée pour protéger nos enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous présents dans un département du ministère et nous pouvons M. Boujaret qui peut expliquer nous tout ce sujet-là. Monsieur Boujaret, merci ou peut accueillir nous aujourd'hui dans le bureau pour capable cause sa convention qui est relative aux droits de l'enfant. Mais avant qu'il nous rentre vraiment dedans, nous avons envie de comprendre qui était une convention. Une convention, c'est un accord juridique qu'un pays, comme Maurice, signé au niveau international. Ça veut dire qu'il pour signer sa convention-là, il pour signer l'accord-là, ensemble avec plusieurs autres États membres. Et sa convention-là, une fois que le pays le ratifie, ça veut dire qu'il engage à respecter tous les principes et les règles qui sa convention-là peut amener. Donc, dans le domaine des droits humains, c'est-à-dire nous pouvons faire ce qui nous peut apporter en tant qu'un regroupement des pays membres, comme les Nations Unies, par exemple, d'où sa convention-là sortie, c'est adopter une norme commune en tous les pays pour protéger la dignité, la survie ou les droits d'un certain groupe. Par exemple, la Convention pour la protection des droits des femmes, la protection pour la Convention des droits des enfants, ici, la Convention pour plein d'autres choses. Donc tout ça là, c'est un accord juridique et qui attache ce pays membre-là, ou à Maurice, attache lui pour respecter ces normes et règles qu'il met en place. Oui. Et qui fait est-ce que le monde, on va dire le monde maintenant, il trouve le besoin pour faire une convention dédiée spécialement à les enfants? Donc, si on remonte un petit peu dans le temps, comme pour les femmes, les enfants avaient un statut différent de celui des hommes. Des fois considérés comme un être, on va dire, en devenir. Donc c'était important, vu la vulnérabilité de ces enfants-là, mettre en place une règle pour protéger non seulement la vie, mais aussi le droit. Parce que un enfant, c'est un individu à part entière. Donc il est important de protéger ces enfants-là sur un droit immédiat et des droits qui, dans l'avenir, pour devenir une personne, un adulte, un individu responsable. Monsieur Boucharet, quand nous guettons un peu dans l'histoire du monde, nous trouvons qu'après Deuxième Guerre mondiale, il y a plusieurs textes qui finissent écrire, dont une déclaration en 1959 et aussi une convention en 1989. Quand est-ce que ça finit adopté et ratifié dans Maurice? Comme on dit, la convention est adoptée en 89, en novembre, et Maurice nous a ratifié la convention-là en 90. C'est-à-dire que dans l'année qui suivit. Donc, qui ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Qui ça représentait pour Maurice? Il représente qui, officiellement, nous engage nous, en tant que pays, pour respecter sa convention-là, et puis amener un changement qui vient à partir de là pour aligner nous avec la convention et protéger le droit et la vie des enfants. Et sur quoi sa convention elle repose exactement? Donc, il y a 4 piliers. Droit à la survie, droit au développement, protection des enfants et assure la participation des enfants dans une instance de décision. Oui. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette émission-là, le but, c'est surtout faire que les gens comprennent qui était sa convention-là. Il y a donc ces 4 piliers-là. Nous pouvons essayer de prendre un par un pour que les gens soient capables de comprendre. Donc, ce que nous finissons de trouver, premier pilier, c'est droit à la survie. Qui ça est là concrètement et comment est-ce que ça rentre dans nos situations ici à Maurice? Alors, droit à la survie, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire donner aux enfants ce droit à la survie? C'est déjà droit à la vie. Nous pas qu'à décider de nos enfants sur est-ce qu'il a le droit d'être en vie ou pas. Longtemps, c'était bien avant, c'était différent.
je ne vais pas dire à Maurice, mais dans le monde entier. Après, nous avons l'accès, donne aux enfants accès à la santé, accès à l'alimentation adéquate, conditions de vie décentes. Donc, right to survival, droit à la vie, ça comprend tout ça en général. Donc, il y a toujours un petit peu flou, un peu compris comment ça n'apporte que de changement de Maurice. Déjà, pour commencer, nous avons, même avant que nous signions la convention-là, accès gratuit à la santé, peut-être avant de partir comme ça, mais accès gratuit à la santé permet à un enfant, un parent ou un individu d'avoir accès à la santé sans aucune barrière qu'il soit financière ou culturelle ou whatever it is. Un programme de vaccination que le gouvernement met en place depuis le début, une vaccination pour les enfants depuis le jeune âge jusqu'à qu'ils deviennent adultes, mais même au-delà de cela. Suivi médical pour les enfants, services de santé maternelle, infantile, et tout le progrès qui nous fait au niveau de la santé, qui est néonatal jusqu'à pour les adultes. Tout ça, c'est une marqueuse, on appelle ça, d'évolution et de progrès qu'ils nous fait grâce à une convention, grâce à une rules and regulations qu'ils mettent en place au niveau international et les pays peuvent suivre. C'est une guidelines pour nous dire qui pour nous dresse nous un progrès et nous un changement qui nous amène qui est juridique, qui est programmatique au niveau d'un pays. Et là, en ce qui concerne les enfants, notre concernant la santé et la survie, c'est ça. Donc, on ne peut écouter causer, ça veut dire que sa convention-là, notamment le premier pilier de droit à la survie, finit aussi aide quelque part qui Maurice développer et prend soin de la santé de mes enfants. Bien sûr, il y a une contribution qui n'est pas à être mise de côté parce que nous peut suivre une certaine norme internationale qui peut allier nous avec les autres pays aussi. Si un pays peut faire progrès, nous aussi nous faisons progrès dans ce sens parce que nous partageons son expérience. On apprend aussi avec les autres États membres. D'accord. Et le deuxième pilier, nous sommes capables de dire quelque part, il suit un peu ce que vous finissez de dire, c'est le droit au développement. Notamment, nous finissons de trouver dedans, c'est le droit à l'éducation. Comment est-ce que c'est important pour l'avenir des enfants? Dans l'éducation, très important. Au contraire, c'est, je pense, c'est un droit qui n'est pas capable de mettre de côté parce que ça même pour amener les enfants-là ce potentiel, pour réaliser ce potentiel, qu'il est physique, qu'il est mental, social, émotionnel. Un enfant qui va à l'école se socialise. Un enfant qui va à l'école, il apprend de son camarade comment gérer ses émotions. Il apprend sur lui-même. Et puis, on développe son intellect et son physique à l'école aussi. C'est beaucoup plus qu'un enfant qui n'a pas cet accès-là, comment dire. Et nous trouver, juste après aussi, il a le droit à la protection. Et ça fait nous penser un petit peu ce qui peut passer dans le monde, mais aussi dans Maurice. Combien de cas qui nous peut trouver qui les enfants ne sont pas protégés. Et qui m'a la loi Maurice met en place justement pour nous capable dire prendre compte sa pilier là. Droit à la protection, c'est le pilier même du ministère. C'est notre travail quotidien, c'est de s'assurer que les enfants ne sont pas le droit de protéger, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les enfants nous protègent contre violence physique, violence psychologique, sexuelle, négligence, exploitation économique, et que ce qu'on appelle la traite des personnes, mais surtout la traite des enfants, trafficking aussi, qui est assez, on va dire, c'est un concern of the ministry. Et bien sûr, à Maurice, au début, enfin avant on avait le Child Protection Act, mais en 2020, le ministère revoit la loi sur les enfants, guidée par la Convention. Donc nous venons avec Children's Act, nous venons avec le Code Act 2020, et avec le Child Sex Offenders Act, Register Act de 2020. Donc en 2020, la loi majeure est passée, qui revoit l'aspect protection des enfants. Donc, nous avons maintenant un accord dédié pour une affaire qui concerne les enfants.
Et qu'aussi, nous avons maintenant le Child Sex Offenders Register Act aussi qui un pas en avant vers la protection et s'assurer que les enfants sont protégés dans le présent et aussi dans le futur. Et où qui, dans le domaine là, est-ce qu'on peut trouver que la société mauricienne peut prendre compte sa droit à la protection des enfants là? Je pense que la population mauricienne est très consciente qu'il y a des enfants, il y a des droits et des enfants protégés à Maurice. Très conscient et je pense aussi que les enfants, les jeunes, de connaître le droit, de connaître qu'il y a un droit qui protège. Mais il y a aussi l'accent sur la responsabilité aussi qui nous a mis. Et bien sûr, ça les marche de pair. On a des droits, mais on a aussi des responsabilités qui marchent ensemble avec sa droit qui nous est là. Mais en règle générale, oui. Mais ça ne s'arrête pas là. En fait, le ministère aussi, ce qui fait, il y a une activité, une campagne de sensibilisation qui nous fait avec les enfants et que la population générale, les parents et tout ça. Parce que ne pas oublier que tout ce qui a trait à violence et criminalité, en général, l'évolutif. Ça évolue avec le temps. Maintenant, nous trouvons une émergence de violence cybernétique ou bien cybercrime, comme nous dit. Donc, là aussi, nous avons un travail à faire pour éduquer ces enfants-là que tout n'est pas permissible, tout à fait pas qu'à faire online, mais aussi, il y a une responsabilité qu'ils ont besoin en eux-mêmes. Mais il y a un abus aussi qui peut arriver online qui ne des fois pas au courant ou ne peut pas réaliser. Et pas simplement online, il y a aussi de portable, de communication. Donc tout ça est très important et le ministère est très à cheval à apporter un programme qui peut adresser cette situation. Et nous arrivons enfin avec quatrième pilier, justement, tu cause par rapport à responsabilité. Nous trouvons que quatrième pilier, justement, il dit droit à la participation. Est-ce que mes enfants ont vraiment le droit pour donner la vie dans le monde et aussi dans nos pays ici? Selon la Convention, tout enfant a le droit de s'exprimer, de donner ses opinions sur les bandes d'affaires qui concernent eux en fonction de leur âge. Pas sur toutes les choses, mais en fonction de leur âge, bandes d'affaires qui concernent eux, de leur droit de donner l'opinion. Et quelque chose, ça c'est une affaire qui peut-être nous pas pour considérer dans ce que nous trouvons, mais quand nous demandons sur l'opinion qu'il y a un enfant, qu'il y a un adulte, en fait, ce qu'il peut faire, nous peut demander qui il peut faire face et qui il a envie de trouver pour qu'il demain sur la vie améliorée. Donc, dans le principe, là, les enfants aussi, ils ont le droit. C'est un des droits fondamentaux. On a 4 piliers là, c'est la participation. Et quand nous pouvons faire les enfants participer aussi, nous pouvons aussi montrer lui, quand je peux dire, bon, voilà, tu as un droit, mais en tant qu'individu, tu as une responsabilité aussi, qui fait que quand tu peux participer, tu peux aussi développer ta maturité dans un sens-là. Comment dire, selon la fonction de leur âge et de leur maturité, bien sûr, les jeunes capables de donner l'opinion sur les politiques publiques. Qu'est-ce que ça veut dire politique publique? C'est-à-dire qu'il y a un programme à mettre en place pour eux. Demain, si tu as envie, par exemple, il y a une ouverture plus sur la technologie, donc nous consulter les jeunes, donc voilà, qui est content de trouver plus pour capable améliorer notre quotidien ou bien même pour notre développement personnel. Oui. Donc effectivement, nous avons une plateforme pour ça aussi. Et justement, quel ministère est là pour aider les enfants à exprimer leurs ordres? Donc le ministère nous par étatique, le National Children's Council, le Conseil national des enfants, que nous avons une plateforme que nous avons créée pour effectivement aider les enfants et les jeunes participent dans un programme, surtout qu'on peut faire un programme, une politique, qui a de l'opinion. Donc, ça, on a aussi le partenariat avec le ministère de la Jeunesse, que on a un regroupement aussi de bons enfants que nous consultons régulièrement sur la question du développement de l'enfant, mais aussi de la protection de l'enfance. Et voilà, deux projets majeurs qui sont très contributifs dans ce sens-là. Donc, nous finissons trouver, il y a 4 piliers. Mais au-delà de ces piliers-là, la convention-là, il repose aux 4 principes directeurs. Est-ce qu'il est capable d'expliquer nous qui était ça exactement? Le principe de la convention, c'est il y a 4
grands principes. La première, c'est bien sûr la non-discrimination. On ne discrimine pas sur un enfant que le sous sexe, le sous creed, on dire, le sous race, le principe de non-discrimination. D'accord? Après, nous avons ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant, dans l'intérêt de l'enfant. Un principe de droit à la vie, sur la vie et développement, ça reste toujours, il y a un pilier, mais il y a aussi un principe. Et puis, qu'on ait également le respect de l'opinion de l'enfant aussi. Très important. Donc ça, c'est 24 grands principes directeurs de la Convention. Et est-ce qu'il nous capable de dire qu'ils sont le principe là, aujourd'hui, capable de guider les parents dans l'éducation de leurs enfants? Oui, euh, apprendre, ça peut aider, bien sûr, parce que on apprend à un enfant aussi la tolérance, comme cause non-discrimination, apprend à un enfant que ça veut dire tolérance. Dans l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire que euh, montrer à un enfant, éduquer un enfant dans le sens qui se sécurité avant tout. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, pense, pense aux conséquences que tu as sur toi et que tu peux avoir sur les autres. D'autres enfants peut-être aussi. Euh, droit à la vie, là, sur la vie et développement, bon, on a discuté, mais seulement ça aussi, quand nous causons l'éducation d'un enfant aussi, respecter l'autre enfant aussi, surtout quand nous faisons face à un enfant qui n'est pas semblable à soi. Il y a des enfants qui n'ont pas besoins spéciaux, des enfants qui ont des troubles. Donc, aussi accepter cet autre enfant, respecter ses droits et son opinion aussi de l'autre. Donc, en gros, si nous résume c'est apprendre un enfant à être tolérant. Dans ça, en bas à sa poule, nous sommes capables de mettre plusieurs autres affaires. Yeah. Et maintenant, nous pouvons, par rapport à la loi à Maurice, comment est-ce que sa convention-là influence concrètement la loi et aussi la politique à Maurice aujourd'hui? OK. Comme on disait au début, une convention, c'est une pièce, c'est un accord juridique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un accord, nous à ce moment-là, on dit un accord entre plusieurs pays membres, c'est-à-dire nous pouvons accepter, nous pouvons d'accord au bon principe. Et juridique veut dire que c'est l'État-là, l'État, qu'on dit en anglais legally binding. Ça veut dire qu'il y a une obligation à respecter sa convention-là. Maintenant, la convention en elle-même, dans tout ce bon article qui est là-dedans, il donne nous guidelines qui comment adresser à une certaine situation, par exemple de la santé, l'éducation, la protection. Donc, ça m'a guidance ça aussi de nous, quand comment nous faire pour la loi aux enfants, quand nous revoit le Child Protection Act, nous revoit avec dans le background la convention, qui convention dit à qui topic, qui convention dit à l'éducation, qui convention dit à la protection, et vous trouvez là qui Child Protection Children's Act, pardon, un petit peu plus élargi, un petit peu plus détaillé. Donc, une convention y influence un État sur la loi. L'État membre, il a l'obligation domesticate, mettre dans le contexte local, ça va le principe de la convention. Nous ne pouvons pas prendre la convention de l'État Maurice, l'appliquer directement, nous devons adapter dans une situation actuelle et locale. Donc, dans ce sens-là, quand nous faisons une draft de la loi, nous mettons en tête aussi toutes les conventions qui nous signent. Qui dit convention sur les enfants, qui dit convention sur la traite humaine, qui dit convention sur les droits, l'égalité du genre. Monsieur Boujaret, vous disiez à là que Maurice finit une convention à l'international. Est-ce que Maurice visait quelque part rendre compte par rapport à ce qu'il peut faire par rapport à sa convention là ici? Bien évidemment, une première obligation d'un État, quand il peut signer une convention, c'est de donner un compte rendu de qui peut passer. Et ça, il est différent pour chaque convention, mais en général, quand on peut signer une convention, on a un premier rapport qu'on appelle un initial report qui est allé. Ça peut être en moyenne dans les 2 premières années, rapport là aller. Et puis chaque 4 ans,
nous avons un rapport qu'on appelle un rapport périodique, periodic report, qui l'État a besoin envoyé à la Convention, au comité là-bas. Il y a un expert de plusieurs pays qui vont s'asseoir et vont revoir tout ce que vous avez fait en tant que pays pour les droits des enfants. Donc, ça va le rapport-là, il pas seulement l'État membre, pas seulement le gouvernement qui a envoyé, on a aussi pris un rapport depuis une ONG, ce qu'on appelle un shadow report. Donc, on a les deux versions, les deux points de vue que je prends de mettre ensemble. Et puis là, chaque 4 ans, quand on a pour revoir, l'État allait pas le défendre, mais on va répondre à des questions, des interrogations et tout ça. Récemment, le comité il revoit ce style de faire de rapporter, ce qu'on appelle une simplified version. Donc, ce que je fais, c'est avoir une liste de questions qu'ils ont là. Et ils vont aussi la base pour faire une petite recherche, de un coup qui passé avec le monde digital maintenant, tout bonne information sur la presse, qui va des fois nous une question d'un cas spécifique, qui dit faire, qui ça apporté comme changement, est-ce que ça trigger something à Maurice. Donc, je fais l'enquête et je vous avez une série de questions basées sur les piliers, les articles. Et nous prenons un certain nombre de temps pour répondre et un certain nombre de mots aussi, parce que nous n'avons pas un rapport de 300 pages non plus. Donc, très concrètement et très very concise manner, rapporter ce qu'on a fait à l'international. Maintenant, responsabilité au niveau national, le gouvernement met en place au niveau du ministère du Foreign Affairs un National Human Rights Division qui assure toute la coordination et l'implication de tous les ministères. Le ministère ici, le ministère de l'égalité du genre et de bien-être de la famille, nous pouvons recevoir sa liste of questions, la liste des questions, et nous pouvons consulter tous nos partenaires, tous les ministères, parce que la protection de l'enfant n'est pas seulement le ministère de l'égalité du genre qui est dans le chapeau. Pour une cause de la santé, le ministère de la Santé n'a une part de responsabilité. Chaque ministère a son rapport à faire, l'écriture de ce rapport-là avec d'autres bandes de données et d'autres d'informations. Et le National Human Rights Division, lui, il peut assurer la coordination de toute cette machinerie et puis il peut transmettre ça au comité de la Convention. Donc ça, c'est toute cette partie que l'État y fait. Et pour beaucoup de parents, de citoyens, une convention internationale capable semble un peu compliquée pour comprendre. Mais comment est-ce que cette convention-là touche vraiment la vie quotidienne des enfants qui peuvent grandir dans Maurice? Est-ce que vous êtes capable de donner un exemple? Bien sûr. Un exemple flagrant, l'éducation. Donc, l'éducation gratuite à Maurice, ça c'est une politique que le gouvernement a apportée, mais l'accès à l'éducation, c'est un principe de la Convention. Donc, on sait comprendre, c'est principe, action gouvernementale. La santé, pareil, même chose. Peut-être qu'il paraît un peu flou ou bien acquis, c'est quand les enfants nés, ils ont un droit à l'identité et à la nationalité. Quand un enfant naît, nous déclarons, les enfants ont une identité et une nationalité. C'est pour ça aussi qu'il y a au ministère, par exemple, une action concrète pour un enfant qui n'est pas déclaré à temps, ce qu'on appelle le Early Declaration Programme, que nous aidons ces parents-là à déclarer aux enfants-là. Et bien sûr, nous avons aussi comment les affecter une personne mauricienne, c'est la loi qui est là pour protection des enfants. Il est émergé quelque part, il n'est pas émergé comme ça, il est émergé selon des principes et des normes internationales qui nous respectent. Et demain, si je peux rajouter, demain, si avec l'évolution des mœurs et l'évolution de la société, la relation peut évoluer ensemble. Donc, nous sommes capables de dire que c'est un ongoing process. Ah, c'est un ongoing process, définitivement. Ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Ça a commencé en 89. Ça va durer jusqu'à bien après moi, je pense. En évoluant pas mal. Merci, M. Boudjaret. Nous arrivons déjà à la fin de ce programme. Nous avons envie, justement, quand on peut terminer, qui adresse un message aux parents, aux enseignants aussi, aux décideurs et la société mauricienne en général, concernant les droits des enfants, qui vous capable de dire? Alors, premièrement, merci pour l'opportunité que vous pouvez donner au ministère et moi-même pour expliquer
qui ça veut dire la Convention pour la protection des enfants, qu'on appelle Conventional Rights of the Child. Mais si monsieur a un message pour passer, c'est surtout que de cause droit des enfants, nous pas cause seulement une responsabilité pour le gouvernement, c'est une responsabilité de tout bon acteur de la société, qu'il y ait un enseignant, qu'il y ait parents, institutions, une personne qui a un rôle clé dans la vie des enfants. Un mentor, n'importe qui dit qui peut affluer l'eau à la vie des enfants, il a la responsabilité et l'obligation aussi de connaître le droit des enfants, respecter ce droit-là, mais aussi communiquer ce droit-là à les enfants et du autres qui, quand on a un droit, on a aussi une responsabilité et que ça cause qu'on dit qu'on investit dans la vie des enfants, c'est investir dans l'avenir du pays. Ce n'est pas quelque chose qui est abstrait, c'est quelque chose qui est très réel. Et dans ce sens-là, merci beaucoup pour votre attention.